il est formidable. Il est formidable. Starting shoot soon. Voilà, c'est parti. Il y a le son? Ok, ça c'est le générique. On n'a pas le retour. Ouais, ouais. C'est les extraits de film. C'est bon? Ouais, pas besoin de... Eh bien, oui, nous sommes là, retour sur le plateau en direct du Festival international du court-métrage sur la jeunesse à Rémalard en Perche. Une première diffusion cet après-midi qui a été exceptionnelle. Et j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir cinéaste. Le cinéaste, le grand cinéaste. Grand, je sais pas, mais le parrain, voilà, c'était le mot que je cherchais. Le parrain du festival. Le Marlon Brando du festival. Exactement. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom. Radu Milaï. Miaï Lanou. Et voilà, c'est non, mais je suis là pour vous aider, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, bonjour Radu, merci, bonjour. Merci beaucoup d'être venu participer à ce festival. Merci. Pour nous, c'est un grand honneur. Je pense que les internautes vous connaissent tous. Moi, un film culte pour moi, c'est Va, vie, devient. Voilà. C'est vraiment un moment d'émotion pour moi, ce film. Alors, pour vous, c'est important de venir défendre comme ça des festivals de courts-métrages Ah oui, déjà c'est important de défendre le cinéma, c'est important de voir que les gens reviennent en salle depuis le Covid. Et c'est important de voir beaucoup de jeunes qui font du cinéma et beaucoup de jeunes qui regardent le cinéma. Oui. Mais surtout, voir tous ces jeunes cinéastes qui abordent le court-métrage. On est tous passés par là. Oui. Il faut faire des cours. Ah bah, j'en ai fait, je ne sais plus exactement, 7 ou 8. 7 ou 8. J'ai eu la chance de faire une école. Donc à l'intérieur de l'école, je crois que j'ai dû commettre 4. Et 3 ou 4 après. Mais c'est important de passer par le court-métrage pour apprendre un tout petit peu sur le tas, comme on dit, le langage cinématographique, et comprendre aussi tout ce que ça comporte à être réalisateur, donc chef d'orchestre d'une équipe, travailler avec la caméra, les comédiens, la lumière, etc. C'est un bon tremplin en fait, court-métrage. C'est mettre le pied à l'étrier, si je peux dire. Pour moi, c'est un passage obligé. C'est rare que les gens font directement un long métrage, parce que c'est quand même très dur. 6-7 semaines de tournage d'un coup, sans avoir eu une petite expérience avant, c'est un peu rude. Alors, est-ce qu'on peut résumer un petit peu votre parcours? Donc, on va faire très vite. J'ai commencé par le théâtre, ensuite accidentellement j'ai fait du cinéma. J'ai été longtemps assistant d'un grand génie du cinéma qui s'appelait Marco Ferreri, un cinéaste italien. Et par la suite, j'ai eu la chance de faire mon premier film et la chance que ce premier film gagne beaucoup de prix dans le monde. Et c'était Trahir, un Train de vie. Trahir, et qui a été surtout remarqué aux États-Unis, remarqué par Robert Redford dans son festival Sundance Film Festival, et aussi par Scorsese qui m'a proposé ensuite de réaliser un film, qui finalement s'est pas fait, mais la rencontre a été magnifique. Donc voilà, j'ai commencé avec le premier film, et après deuxième, troisième, mais à chaque fois c'est un challenge. Et vos films, c'est toujours un petit peu politique entre guillemets, non? Enfin, c'est politique, mais dans un sens d'une tradition que j'adore de Costa Gavras, même Lelouch, de gens qui combinent le politique mais avec l'humain, avec l'émotion. Moi, j'aime pas les films trop froids, trop théoriques, si je peux dire. J'aime bien rester toujours sur le plan humain et ne pas raconter des théories politiques, mais de raconter comment la politique influence le destin humain. Oui, c'est ça, c'est d'actualité aujourd'hui. Ah bah, plus que d'actualité. Aujourd'hui, il y aurait un film par jour à faire. Oui, c'est ça, tout à fait. Et comment est-ce qu'on devient réalisateur? Vous avez dit par accident. Non, par accident, je suis passé du théâtre au cinéma. Parce qu'en fait, moi, je voulais faire que de la mise en scène de théâtre et je connaissais mal
le cinéma, mais avec l'émigration en France, depuis la Roumanie où je suis né, en France à l'époque, il n'y avait pas d'école de mise en scène de théâtre. Donc la seule école de mise en scène qu'on me proposait, c'était l'IDEC, la FEMIS d'aujourd'hui. À l'époque, ça s'appelait l'IDEC. Donc j'ai eu la chance de passer le concours et de rentrer à l'IDEC. Et voilà, je me suis retrouvé à faire des photos que j'avais jamais fait de ma vie, à faire du cinéma que j'avais jamais fait de ma vie et j'avais jamais rêvé. Mais j'ai trouvé, disons, des langages un peu communs entre le théâtre et le cinéma. Déjà les acteurs, la dramaturgie, ça c'est à peu près la même chose, les 3 actes. Premier acte, deuxième acte et la résolution, le 3e acte. Après, il fallait apprendre la grammaire de la caméra. Et ça a été passionnant. Et surtout, j'ai dû rattraper énormément de retard sur la cinéphilie, puisqu'en Roumanie, je ne voyais pas grand-chose. Donc, j'étais quasiment toute la journée, et surtout pendant les vacances, je voyais 3-4 films à la cinémathèque ou au cinéma. D'accord. C'est quoi votre moteur, en fait, quand vous commencez à écrire comment ça se passe, la construction d'un film? C'est une idée, c'est un fait divers, c'est une rencontre, c'est une histoire qu'on me raconte et que tout d'un coup qui m'habite. Je ne peux plus m'en débarrasser. Il y en a qui m'habitent, mais temporairement, et là je me dis c'est pas un bon film. Mais celle qui insiste et qui ne me lâche pas, si je peux dire, et je commence à prendre des notes, j'ai toujours un petit carnet sur moi, et lorsqu'elle ne me lâche pas, c'est comme dans l'amour, lorsqu'elle commence à vous obséder, vous notez de plus en plus. C'est pas très construit au début, c'est un peu chaotique, et surtout le moment où je trouve le début et la fin, surtout, là je me dis l'histoire, elle est pas mal d'être là. Donc là, je commence à travailler, sérieusement. D'accord. Alors, on a une question de Kate, Kate in the USA. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui nous appelle des États-Unis, je ne sais pas, et qui vous demande, est-ce qu'un cinéaste qui a fait des longs métrages peut revenir au court métrage? Ça, c'est une bonne question. Ça peut arriver, c'est déjà beaucoup arrivé parmi des amis cinéastes, un coup de cœur comme ça, et parfois, c'est comme un exercice. Ça peut arriver. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais ce n'est pas exclu. C'est-à-dire, c'est pas exclu qu'un jour, on me dise... Vous pourriez revenir au court-métrage. Mais c'est comme un exercice de style, comme on fait parfois des pubs, de dire, voilà, j'ai envie de raconter cette histoire qui, en fait, n'est qu'une histoire qui tient en 10 minutes, en 6 minutes, en 15 minutes. J'ai envie, c'est comme une envie pressante. Pareil, c'est obsessionnel. On ne fait pas un métier de bureau, si je peux dire. On fait un métier de passion. Donc si une histoire tombe du ciel et qu'elle nous habite trop, on se dit, bon, je vais la faire rapidement. Il ne faut pas que ça empêche sur un travail de long métrage, mais ça peut arriver. C'est-à-dire, c'est pas, je ne trouve pas que c'est rétrogradant de passer du long au court. Non, c'est toujours un film. C'est toujours un film, etc. Vous travaillez toujours avec la même équipe Quasiment, oui. Oui, en tout cas, le même chef opérateur, costume, décor, ingénieur du son, j'en ai 2 ou 3. Parce que j'ai des stars donc, qui ne sont pas forcément libres quand moi je tourne, et je dois tourner en fonction de la disponibilité des acteurs. Mais le chef-op, je le réserve longtemps à l'avance parce que c'est un complice très très important. Oui, c'est vraiment un binôme avec le réalisateur. Ah oui, tout à fait. On écrit, disons, l'image ensemble. D'accord. Et les comédiens? Et les comédiens, j'ai quelques-uns que j'ai pris dans plusieurs films parce que c'est des très bons amis. Mais après, j'ai un défaut, je ne sais pas écrire pour un comédien. Je ne sais écrire que l'histoire qui m'habite. Donc ensuite, si par bonheur, certains rôles correspondent à des amis ou à des comédiens que j'adore, très bien. Mais sinon, après, je cherche le comédien qui colle parfaitement, tout en n'essayant pas de reproduire ce qu'il a déjà fait. Ça me passionne aussi de découvrir des nouvelles choses. Mais après, je cherche la personne la plus indiquée pour le rôle que j'ai écrit. Quand vous dirigez un comédien, vous prenez vraiment en compte sa personnalité? Ça, j'ai gardé du test. Je répète pendant un mois. Ouais. Quasiment comme au théâtre, sans chercher le point culminant des scènes. Parce que ça, il faut que ça se déroule devant la caméra. Mais je répète pendant un mois pour discuter, pour réécrire les dialogues si les dialogues ne sont pas bien écrits, s'ils sont trop littéraires mais pas parlés. Et donc pendant ce mois, mais bon, déjà on se voit un peu avant, on apprend à se connaître. C'est-à-dire, moi j'ai besoin de les connaître pour savoir comment les amener sur certains territoires inconnus et difficiles. Et eux, ils ont besoin de me connaître aussi pour savoir comment travailler aussi avec moi. D'accord. C'est vraiment un dialogue, des allers-retours. C'est un long dialogue, oui. Ah, mais c'est passionnant. C'est passionnant, oui, tout à fait. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de faire des films, de produire des films
C'est un peu plus difficile. Depuis, il y a eu deux événements, deux révolutions qui sont arrivées. L'arrivée des plateformes et du numérique en général. Ça a été une petite révolution avec des avantages et des difficultés qu'on essaie de surmonter, au niveau surtout du droit d'auteur, puisque c'est une culture américaine qui est arrivée en Europe et en France. Mais doucement, doucement, on la surmonte. Et il y a eu le Covid. Le Covid a failli mettre le cinéma à genoux. Toutes les salles étaient fermées. Les spectateurs ont pris des habitudes à rester chez soi et à regarder beaucoup des séries et des plateformes. Et il y en a des très bonnes. Mais heureusement, la France est un pays de cinéma et les gens sont revenus. On est passé de 213 millions de spectateurs par an avant le Covid à 184 millions, donc ça va. Et ça monte, avec des succès récents très encourageants. Une question un petit peu que je me pose. Mais Kate, elle posait quoi comme question? On a répondu sur le fait que du festival, merci beaucoup. C'est exactement ça, je pas relayé, mais du fait que en fait, vous pouvez aussi faire des courts-métrages. Voilà. Oui, bien. Vous suivez bien toutes ces questions, c'est parfait. Oui. je relais. Mais comme je vois que là, pour l'instant, il y a d'autres questions, Antoine, peut-être, ou pas? Si tu peux défiler. Non, pas pour l'instant. Oui, est-ce qu'on a autant de liberté dans l'écriture aujourd'hui que... Oui et non, c'est-à-dire ça dépend. À certains niveaux, oui, c'est-à-dire lorsqu'on fait des succès, bien sûr, qu'on vous embête un peu moins. Mais là aussi, il y a avec la culture américaine, il y a autre chose qui est arrivé, c'est ce qui s'appelle l'algorithme. Et l'algorithme essaie d'analyser le goût du public, mais vraiment à la minute près. Donc cet algorithme nous embête un tout petit peu parce qu'il pense savoir ce que le public aime, ce qui est complètement faux. Il analyse ce que le public a aimé jusqu'au temps présent. Mais il ne peut pas analyser ce que le public va aimer dans un an, 2 ans, lorsque nos films seront prêts. Et comme le public souvent est quand même plutôt intelligent et qu'il aime aussi la nouveauté et qu'on lui présente des idées nouvelles, des images nouvelles, des façons de raconter nouvelles, l'algorithme qui est devenu quand même une sorte de Bible chez certains. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça c'est un autre dossier sur lequel on travaille assidûment, parce que ça risque de nous remplacer complètement. Mais l'intelligence artificielle, pour l'instant, ne sait que remixer le passé. Vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle? Non, mais on utilise dans la technique. Pour l'instant, dans le scénario, non, mais si c'est un assistant qui juste peut nous aider, pourquoi pas? Si c'est quelqu'un pour nous remplacer, pour penser, entre guillemets, à notre place, là, je trouve que non. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens dans le public ici. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Si vous avez une question à dire, profitez-en. Grand réalisateur, on vous écoute tous les jours. Oui. Alors, vous pouvez venir ou... Comment vous avez trouvé le scénario de Va, vie, devient? Donc l'inspiration, c'est pareil, c'est un fait divers. Je me trouvais à Los Angeles pour l'ouverture d'un festival du film juif que je faisais avec mon film précédent qui s'appelait Train de vie. Et donc il y avait l'ouverture, un dîner de gala après où il y avait tout le Gotha de Hollywood. J'attendais serrer des pinces, Spielberg et compagnie. Et donc je vais très tôt au restaurant, puisque moi j'avais vu le film et il n'y avait pas question-réponse à la fin de la projection. Et j'arrive très tôt, il n'y avait qu'un noir qui était assis à une table, donc je vais vers lui pour parler un tout petit peu. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est le festival de films juifs. Il me dit, ben, je suis juif. Je dis, ah bon? Il dit, pas seulement juif, je suis israélien. Je dis, ah bon? Et il a commencé à me raconter son histoire. Et tellement j'ai eu la chair de poule et tout ça, et qu'à un moment donné, il était minuit, et je regarde autour de moi, la salle se vidait. Donc j'avais raté tout le monde. Mais cette histoire était tellement forte que ça m'avait envahi. Donc je lui ai proposé, bon, à Los Angeles, il y a peu de bars ouverts après 2 heures du matin. On est quand même allé dans un des rares bars qui était ouvert pour qu'il continue. Ah non, c'est très puritain. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et donc il m'a raconté son histoire qui n'est pas celle du film. Mais c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire des Juifs éthiopiens et ce qu'on appelle l'opération Moïse, comment ils ont été sauvés depuis le Soudan où ils sont descendus depuis l'Éthiopie, etc.
Donc ça m'a d'abord juste passionné comme un être humain simple. Je ne savais pas que j'allais faire un film. Donc je me suis mis à lire tout ce qui était possible là-dessus, suivre des conférences, etc. Et c'était de plus en plus envahissant et émouvant. Donc au bout d'un moment, j'étais révolté que les gens ne connaissaient pas cette histoire autant que moi. Et je me suis dit, bah, c'est mon rôle en tant que réalisateur de faire le pont entre eux, entre leur histoire, eux et le public. Donc on est parti après en Israël se documenter pendant 5 ans avec mon ami éco-scénariste Alain Michel Blanc. On a rencontré beaucoup d'Éthiopiens, des psychologues, Mossad, l'armée, services sociaux, voilà, tous ceux qui étaient impliqués dans leur destin. Incroyable. Et ça vous a mené au cinéma. Ça m'a mené au film déjà, à vivre une histoire très forte avec eux, avec le film. Et après le film, toujours d'abord avec eux, parce qu'ils ont vu le film. Et ils m'ont remercié parce qu'ils étaient assez anonymes, même en Israël. Très peu de gens connaissaient leur histoire. Donc ça les a rendus un tout petit peu justice, si je peux dire, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Alors une autre question d'un internaute. Quel est l'impact de la dictature Ceausescu dans votre vie et dans votre parcours? Ah bah tout. Si je fais comme vous avez dit, des films, bon, politique, aujourd'hui c'est un mot qu'il faut prendre avec des pincettes parce que, disons, je fais des films plutôt militants et surtout sur la liberté. Ce qui m'habite et ce qui m'angoisse, et même aujourd'hui avec tout ce qui se passe partout, c'est le manque de liberté. Donc ça, oui, c'est le virus que j'ai chopé en Roumanie sous Ceausescu lorsqu'on vit sous une dictature, avec une peur assez permanente de se faire arrêter, de finir en prison, ou lorsqu'on voit des amis se faire arrêter, bon, ce qui se passe en Iran en ce moment, et torturés, assassinés, ça vous habite, même quand vous habitez dans un pays libre, ça vous habite avec les craintes que ça revienne, que cette folie furieuse habite toujours quelque part l'être humain. Donc dans tous mes films, je parle de ça. Même quand en apparence, ça n'a pas l'air, dans tous mes films, c'est des gens qui sont mis à genoux et qui essaient de se relever. Donc pour moi, ça, même si c'est très humain, c'est quand même un acte politique. Je comprends. Bravo. Une autre question peut-être nos spectateurs, on est tous admiratifs en fait et impressionnés. Je ne sais pas chanter des chansons, je suis désolé. Alors moi j'ai une question. Quel conseil vous donneriez, puisque là on a des jeunes réalisateurs qui commencent, qui débutent. Alors c'est une question un peu bateau, je sais très bien, mais est-ce qu'il y a des pistes à leur donner d'abord les conseils, comment y arriver entre guillemets, puisque ça quand j'étais jeune, pareil, je me dis mais il faut passer par là. Donc il y a plein de pistes. À une époque, il y avait très peu de pistes. Aujourd'hui, il y en a plein, je trouve. L'école, mais elle n'est pas indispensable. Travailler sur un plateau, stagiaire et n'importe quoi, juste pour connaître le plateau et sentir le plateau et voler de la science des autres, si je peux dire, comprendre qu'est-ce que c'est un comédien, comment ils sont dirigés, la lumière, le son, les décors, tout. L'image, la caméra, les focales, tout ça. Donc travailler sur un plateau, c'est très intéressant. Et en plus, tu fais copain avec l'équipe, avec les machinaux, les électros. Ils peuvent te prêter le matériel pendant un week-end. Donc tu fais ton film. Et aujourd'hui, à l'autre piste que nous, on n'avait pas à l'époque, c'est faire des films même avec son iPhone. Aujourd'hui, il faut faire, ne pas avoir peur de se gourer, ne pas avoir peur de faire un mauvais film d'abord, c'est pas grave. Avec un mauvais film, on apprend ce qu'on a mal fait. Et aujourd'hui, avec un iPhone, un ordinateur, on peut faire un film. Et ça peut être un chef-d'œuvre. Il y a des réalisateurs de long métrage qui se sont essayés à ça. Le Louche, il a fait un film, un long métrage qu'avec son iPhone. Et il a monté, donc tout est possible. Donc tout ça pour dire, faut faire des choses, pour les montrer, pour que ça soit vu. Et un jour, tout ça, ça réussira dans un festival comme ici, au César, etc. Et ça va le pousser, le jeune homme ou la jeune femme, à écrire un long métrage et à ce que des producteurs s'y intéressent, et des financiers aussi. Donc voilà, il y a plusieurs voies, et je trouve que l'iPhone ou téléphone portable, nous à l'époque on devait filmer en pellicule, aller au laboratoire, faire développer, impressionner la pellicule, etc. C'était une galère et ça coûtait cher.
Alors qu'aujourd'hui, l'iPhone, ça coûte pas. Bon, ça coûte un peu, disons, si on tourne un jour ou 2 jours, la cantine, payer des sandwichs à l'équipe, un tout petit peu l'essence, avec les voitures. Vous préparez le film, combien ça va me coûter Ah ben, je suis producteur, donc je connais un peu les prix, mais bon, j'en suis plus à cette galère-là, mais la galère, elle est normale, et il faut passer par la galère, et il faut passer par tout connaître. Moi, je trouve qu'un réalisateur doit essayer de tout connaître de tous les postes pour savoir ce qu'on peut demander, ce qu'on ne peut pas demander ou comment on peut l'obtenir autrement. Ça, c'était l'école de Ferreri qui m'a engueulé tout le temps quand j'étais son assistant. Et après, je suis devenu directeur de production aussi. Il me disait, tu dois savoir ce qu'il y a dans chaque camion. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que j'ai besoin et qui n'est pas là, que tu le demandes, etc., etc. Ce qui fait que je savais tout, des accessoires, sinon je me faisais engueuler. Matériel électrique, tout. J'ai une bonne question. Êtes-vous tenté par le documentaire? J'en ai fait 2, c'est-à-dire 1,5 si je peux dire. J'en ai fait un sur l'opération Moïse, que j'ai fait complètement, toujours sur l'histoire des Éthiopiens, comment ils ont, toute cette opération secrète du Mossad, comment ils les ont sortis du Soudan, etc. Et j'en ai écrit et produit un autre, qui était à Cannes d'ailleurs, en sélection officielle, sur les caricaturistes de presse du monde entier, qui s'appelle Caricaturiste fantassin de la démocratie, que j'ai fait et qu'on a présenté à Cannes 6 mois avant Charlie Hebdo. Donc c'était hélas prémonitoire, où on disait déjà faites attention. C'est ceux qui sentent le mieux la société et qui nous avertissent la société en danger, et il faut les protéger parce qu'ils sont précieux. Et il y en avait 12 du monde entier, de toutes les zones géopolitiques. Et c'est Stéphanie Valoato qui l'a réalisé. Et c'était passionnant à faire et passionnant de côtoyer tous ces caricaturistes. Eh bien, je crois qu'on va vous remercier. Merci à vous. Beaucoup. Moi, j'ai retenu une chose, il faut passer par la galère. Voilà. Mais il ne faut jamais lâcher. Il faut jamais lâcher. C'est un métier de passion. Le message qu'on peut transmettre. Et la galère ne devient que du bonheur. Voilà. Et là, donc, bon festival. Hein, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on reste branché. Je crois qu'il y avait une autre réalisatrice. Ah oui, ben voilà. Vous êtes réalisateur, non? Oui, venez. On va parler de votre film. Si vous le voulez, si vous le souhaitez. Hein. Vous passez après Radu, c'est un honneur. Alors, asseyez-vous là. Voilà. Oui, oui, ça vous dérange pas? Bon, voilà. Alors, je vais vous donner un micro. Voilà. Alors, par contre, après un grand cinéaste. Zappé, rappelez-moi. Ça fait plaisir. Je suis désolé, mais oui. Votre nom, Jean-Sébastien Bernard. Jean-Sébastien Bernard. Oui. Et votre film, c'est Le Loup et la Chatte. Le Loup et la Chatte, que j'ai vu et que j'ai particulièrement aimé. Merci. Vraiment beaucoup. Je dis à Antoine, notre réalisateur, on peut passer juste 20 secondes peut-être de votre film, juste pour que les internautes voient, si tu peux préparer ça. Alors, c'est un film sur le handicap. Enfin, je vous laisse peut-être en parler. C'est un film sur la surdité, sur qu'est-ce que ça peut provoquer au sein d'une bulle monoparentale. Voilà. Oui, c'est ça. C'est le rapport très proche entre un enfant qui est sourd et muet, c'est ça, et puis sa mère. Et donc ils ont des rapproches. Pas muet. Sourd. Il n'est pas muet, il est sourd, pardon. Et en fait, moi ce que j'ai adoré, c'est que du coup ils sont encore plus proches, si je puis dire, que si c'était un enfant, voilà. J'allais dire normal, mais enfin un enfant voilà, qui n'a pas de handicap. Et là, le rapprochement est très très fort et ça crée, enfin je ne veux pas tout spolier, mais ça crée... Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi ce thème. Ce thème, ce qui m'intéressait, c'est vraiment travailler sur la communication entre les êtres, et surtout entre des êtres qui sont censés s'aimer, en fait, qui s'aiment. Et c'est là où je pense que c'est le plus difficile, c'est de se comprendre. Et je voulais vraiment raconter ça. Surtout que cette bulle-là de communication un peu fermée. Vous avez été vous-même J'ai été... oui, j'ai des amis sourds, appareillés, implantés, donc, voilà. Donc ça a été forcément une inspiration et
j'ai vu vraiment comment ça se passait. D'accord. Et le comédien dans le film Dylan Hawkes est vraiment sourd. Le comédien n'est pas sourd, il est entendant. Ah, il est malentendant? Non, le comédien, c'est un jeune comédien, 13 ans. Ah oui, d'accord. Il est entendant et on a une coach, Nathalie Roche, exceptionnelle. En fait, on a travaillé vraiment, c'est un travail. Moi j'ai cherché, je voulais vraiment travailler avec un jeune sourd. Et en fait, on l'a pas trouvé. Voilà. Est-ce que tu peux nous envoyer le film? On regarde un petit extrait. Qu'est-ce qu'ils ont, les puceaux? Hé, tu fais quoi là? Oh, c'est pas vrai ça. Eh oh, on court pas là-bas. Allez, messieurs dames, on se rapproche s'il vous plaît, c'est l'heure du cours de secourisme pour ceux que ça intéresse. Arrête de courir. Oui, mais ça c'est peut-être un des moments les plus légers du film. Oui, c'est le début. C'est le début, le début du film. C'est le début. Oui. C'est assez en direct. Hein. Bon, c'est en direct. C'est en direct. Il faut pas que c'est en direct. Hein, vous êtes en direct sur Twitch. Mais comment vous l'avez trouvé ce comédien? C'est exceptionnel. C'est du cinéma, c'est-à-dire qu'en fait on fait un casting. Ouais. Donc j'avais une super directrice de casting, Sophie Martin, et donc elle me présente des jeunes et puis on fait des essais avec des comédiennes, plusieurs comédiennes, censées être aussi la future Léa. Oui. Et d'ailleurs j'ai hésité. C'est un métier où on rencontre beaucoup de talents. Et voilà. Donc j'ai hésité. Pas pour Dylan, mais j'ai eu des coups de cœur. J'ai eu deux coups de cœur pour une comédienne, deux comédiennes, et puis. Ok. Comme ça. Alors, dernière petite question, c'est difficile à réaliser, non? Parce qu'il y a beaucoup de scènes avec des mouvements. C'est un film l'image est magnifique, hein, on a vu l'extrait. L'image est super. Merci à Marius Dahl. Il y a vraiment chef opérateur qui est devenu une amie, qui est super, qui vient du Nord, norvégien, et voilà. Donc c'est imperturbable. C'est le genre de réalisateur imperturbable qui bouge pas. 6 jours de tournage. Vous avez dû avoir du mal, non? On a beaucoup de plans. On a 95 plans sur 6 jours. C'est un film. On a fait rentrer et voilà. Donc ça a marché. Eh bien, très bien. Bon, je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Dernière question, vous allez passer au long peut-être bientôt? Ah oui, vous avez un projet déjà? Oui. J'en ai plusieurs, il faut développer, il faut accrocher les prods. Un thème tout aussi qui gratte un petit peu. D'accord. Voilà, j'aime bien faire gratter les gens. Voilà. Ça dérange en fait. Ça dérange. Merci. Gentiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Alors, c'est pareil, on continue avec. Donc ça va aller. Oui, ça va aller. Ça va aller. Voilà. Alors, attendez, je vais vous donner. Tout Bang, c'est un autre film. Ça existe? Voilà. Donc là, je suis avec. Les petits papiers. Ah oui, je suis désolé. Cyril Aubin. Voilà. Je ne me présente plus. Et donc, c'était ça. Giacomo Fontamaggi. Voilà. Pour un film qui s'appelle Ça va aller. Exactement. Alors, c'est un film un peu surprenant. Je ne sais pas si on peut voir un petit extrait, de petites secondes. Envoie-le hein, si tu l'as. Voilà. C'est un très court. Il fait combien? Il fait un petit peu moins de 5 minutes. 3 minutes 30 sans le générique en fait. C'est une volonté ça, le fait de faire. En fait c'est mon film de fin d'études. J'ai fait une école d'animation et comme les temps de production en animation sont beaucoup plus longs que pour un film filmé. On devait faire des films justement courts, c'était surtout pour que le temps de travail soit rentabilisé. Et moi j'ai pu le faire justement, j'ai pu mélanger animation et image réelle. C'est ça, parce que c'est la particularité de ce film, c'est qu'au début c'est filmé avec des acteurs et ça passe, ça bascule à l'animation. C'est ça. Et donc j'étais le seul dans ma promo à faire ça, et donc ce qui fait que j'ai dû gérer des temps de travail d'animation par-dessus des images que j'avais déjà qui ont été filmées en amont. Et donc j'ai dû la contrainte c'était de respecter du coup les temps impartis par la filière.
Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir le petit extrait? On va regarder. Si ça part. Je dis que je me suis lavé les dents. Je te crois pas, fais sentir. Oh, va te laver les dents. Non, une histoire d'abord. Tu promets de te laver les dents après? Promis, j'aurais craché, papa. Bon, d'accord. Allez, on y va. Ok, je sais. Alors, c'est l'histoire d'un petit extraterrestre qui s'appelait... Biblop. Si tu veux. Et donc, Biblop, un jour, il décide de partir de sa planète avec sa fusée. Il veut voir plein de choses différentes sur plein de planètes différentes. Il va par exemple sur des planètes trop rigolotes. Rigolote comment? Eh ben, il va sur la planète des clowns, qui ils font la fête toute la journée. Et puis, il va sur la planète des guilis. Ah non, pas moi. Non. Mais un jour, Biblop, il a plus d'essence pour sa fusée. Alors, à ton avis, comment il va faire? Il faut qu'il trouve un carburant. Mais le problème, c'est qu'il peut même pas contacter ses amis. C'est vrai? Ouais. Pour des séries, pour des séries, mais avec des... Ah ça y est, c'est voilà, excusez-moi. On était en pleine discussion, puisque effectivement Kate nous a dévoilé qu'en fait Cyril Aubin est connu notamment pour son rôle dans Le miel et les abeilles. Oui, tout à fait. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il a déjà fait fait du doublage, puisqu'elle aime beaucoup votre voix? C'est gentil, merci. Karine, c'est ça, je vois pas de loin. C'est Kate. Kate, pardon, Kate. Voilà. Kate, qui est aux États-Unis? Eh bien oui, parce que Kate in the USA, Ok. donc je suppose que c'est aux États-Unis. Effectivement, oui, donc des séries, j'ai dû doubler Iron Man quand il était jeune. D'accord. Et puis les 4 Fantastiques, plein de choses, des séries, Scream, enfin plein de choses. Quoi. Ah oui, Scream, ça doit être amusant. Ah bah faut savoir crier, faut crier. Faut prendre des cours de cri. Il crie pas beaucoup le tueur là, c'est plutôt les victimes qui crient. Ah bah oui, c'est forcément. Bon alors revenons à ça va. Pourquoi vous avez voulu faire ce film? Alors c'est une histoire j'ai voulu raconter en fait pas forcément très directement un deuil que j'ai vécu, que je vis toujours au quotidien. C'était une façon d'expier. C'était très thérapeutique en fait comme film. Et ah oui, d'accord, par rapport au film, je comprends. Voilà. Et donc en fait c'est ma maman que j'ai perdue et donc et j'ai noué en fait suite à son décès une relation différente avec mon père, différente que celle que je connaissais avant. On a noué des nouveaux liens qui nous ont renforcés et donc j'ai décidé de prendre à la fois le parti pris de l'enfant et du parent. Vous avez choisi une fille? J'ai choisi une fille parce que c'est ma petite sœur en fait qui joue dans le film. Donc j'ai pris un peu ce que j'avais sous la main. Voilà, elle joue très bien d'ailleurs. C'est gentil, ouais. J'ai beaucoup aimé la diriger. Elle avait rien fait avant, donc ça a été un exercice très sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est votre premier court-métrage? C'est mon premier court-métrage, ouais. Et Cyril, vous avez tout de suite dit oui? Premier quasiment tout de suite. Ouais. On se connaît, on se connaissait déjà avec Giacomo puisqu'il est le petit-fils de mon parrain. Voilà. Ça reste dans la famille. Oui, ça reste dans la famille. Mon parrain a été acteur à une époque, voilà, et je connais bien le papa aussi, Giacomo, son papa Fabrizio. Ouais. Voilà, et c'est là. Mon père qui a fait la lumière d'ailleurs du film. Ah oui, voilà. Non, mais après, il faut créer sa famille. La famille, c'est très important. Ah oui. C'est clair, on en parlait d'ailleurs avec Radu. Voilà, bien sûr. La cellule familiale, c'est très important. Cyril, une petite question, des projets, on va vous voir bientôt au cinéma, à la télé? Alors là, j'étais surtout au théâtre pendant 10 mois à peu près, le repas des fauves. Mais je connais, voilà. bien sûr, le repas des fauves. Au théâtre Héberto. Au théâtre Héberto, magnifique. Ouais, oui. Qu'on va faire en tournée, là on va partir en tournée à partir de janvier. Ouais, rappelez-moi le metteur en scène, parce que Julien Cibre. Julien Cibre, voilà, Julien Cibre.
Voilà. Ok. Qu'on avait déjà joué il y a 10 ans. Tournée. On part en tournée. Festival d'Avignon peut-être? Non, ça en fait, non, on n'a pas, c'est pas, bah non, on fait une tournée directe, pouf. Ok. Et puis alors oui, un autre projet d'ailleurs avec Giacomo, même deux, Ah oui? puisque j'ai mon court métrage que là, le premier que moi je vais réaliser. Ah magnifique. Voilà, donc j'espère que ce sera pas la galère, on verra. Puis si c'est la galère, Il a on va se dit, débrouiller, hein, on va il se faut débrouiller, on va passer par la s'adapter. C'est pas de raison. On peut tourner ça dans le Perche. Et puis un autre court métrage qui sera celui de Giacomo. Ouais. Voilà, comme ça on se rend des services mutuels. Là, vous passez derrière la caméra. Alors pour le mien, ouais, pour vous mon jouez pas en court-métrage. même temps. Si, je vais jouer en même temps. Ouais, Ah, voilà. ouais. Bah oui. Mais c'est pour ça qu'il faut une bonne équipe solide derrière pour être bien libéré de toutes les contraintes. Bon, donc on aura l'occasion de voir ça. J'espère. Peut-être ici, au prochain festival. Alors, c'est pas vraiment sur de la jeunesse, Ah. non, parce que là, c'est sur Adam et Ève, donc on serait pas tellement la Ah, jeunesse. Oui, c'est la Genèse plutôt. C'est la Ah, genèse. eh ben c'est voilà, la on fera genèse. jeunesse tout court. Jeunesse on va tout court. bien joué. Jeu de mots. Capello. Ah ouais, Bon. bien joué. Eh ben super, on va finir là-dessus parce que Voilà. je crois qu'on me dit On peut plus, il faut y aller. On peut Bah plus. ouais. Merci beaucoup, Bravo. bon festival. hein. Merci. La sélection est pas mal. Hein. Ah ouais, il y a des Vous avez super vu, hein. trucs, vraiment. Et puis on va croiser les doigts pour ça va aller. Eh ben croisons les doigts Bien et sûr, ça va aller. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. je rends le Au micro revoir. Oui. à Cognac G. Voilà. Je vous ai fait signer, non les petites autorisations. Voilà. Rapidement, bon, juste en bas. Ouais. On arrête. Normalement, oui, dans le fond. Il y a un pot avant.